Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. En mars 2024, à Trappes a eu lieu l'inauguration de la première classe de Trappes pour les enfants autistes à l'école maternelle Henri Vallon. 7 enfants de 3 et 4 ans sont accueillis au sein d'une unité d'enseignement en maternelle autisme. Une inauguration qui s'inscrit notamment dans les volontés du maire de Trappes, Ali Rabé, qui souhaite une ville plus inclusive. Pour en parler avec nous, je suis aujourd'hui avec Laetitia Laurent, vous êtes chef de service à l'association Delos API et au sein de l'UEMA, et Richard Sylvain Hulot Davis, directeur du pôle IME au sein de l'association. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors avant de présenter cette nouvelle classe, j'aimerais qu'on présente un petit peu Delos API 78. Quels sont ses objectifs au quotidien ? Eh bien, ces objectifs sont d'accompagner toutes les personnes en situation de handicap qu'elle accueille dans leur vie, pour leur permettre d'accéder à leurs droits et leurs devoirs de citoyens le plus proche de celui d'un citoyen ordinaire. L'idée, Voilà. c'est donc de permettre à toutes les familles des Yvelines avec un enfant ou jeune avec un spectre autistique de trouver un établissement notamment spécialisé à ses besoins et permettre donc l'insertion professionnelle de tous les publics. Alors, établissement, mais aussi dispositifs ou services qui permettent effectivement une meilleure inclusion. Donc on parle de l'inclusion scolaire, on parle du pôle habitat inclusif, on parle de l'inclusion dans le monde du travail. Donc de 3 à 60 ans, l'association Delos API 78 accompagne des personnes pour leur permettre d'accéder et de construire, de développer leur projet de vie le plus agréable possible. Et alors, dans cette volonté d'inclusion et d'accueil des enfants avec un spectre autistique, Trappes a accueilli sa première classe pour les enfants autistes au sein d'une unité d'enseignement en maternelle autisme pour UEMA. Quelles sont les ambitions d'une UEMA ? Alors, si on reprend le cahier des charges, puisqu'il y a des textes un peu réglementaires, on dirait que l'ambition, logiquement, de favoriser la place des enfants qui sont accueillis à l'UEMA pour continuer vers une scolarité dite ordinaire. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'à la sortie de cette école maternelle, dans le dispositif, les enfants puissent poursuivre leur scolarité, si possible, en milieu ordinaire. Après, c'est vrai que dans la réalité, on sait qu'il y a des enfants pour lesquels on va pouvoir accompagner, mais qu'il faudra toujours un peu peut-être penser des adaptations. C'est-à-dire peut-être qu'en effet, certains enfants peuvent aller vers un CP avec de l'AESH individuel, une aide en fait qui va vraiment accompagner l'enfant à des moments clés d'apprentissage, mais ça peut être aussi des dispositifs un petit peu différents de type Ulysse ou UEA, voilà, en fonction de ce qui existe sur le territoire de l'offre, mais ça peut être aussi des fois une institution de type IME, parce que au regard de l'évolution de l'enfant, pour l'instant l'enfant a plus besoin de ça. Mais ça peut être un parcours partagé, un peu de temps scolaire en ordinaire et un peu d'IME aussi. Voilà. Alors, comment s'organise justement cette intégration et inclusion des enfants avec un spectre autistique avec les autres enfants scolarisés au sein de l'école ? Alors, ce qui est important quand une UEMA comme ça s'implante dans une école, c'est très vite de penser à ce qu'elle soit vraiment implantée. Les salles, l'implantation sont importantes, c'est-à-dire qu'il est important qu'elles ne soient pas dans des préfabriqués au bout de la cour et pas avec les autres classes. Il faut que les enfants se croisent, c'est ça l'inclusion, c'est qu'il y ait des regards croisés, des partages d'expériences. Et c'est vrai que sur l'UEMA, par exemple, très vite, dès le début, les enfants partageaient les mêmes temps de récréation. Ça nous semblait important. Et s'il faut le réadapter, eh ben on réadapte au regard des besoins des enfants. Par exemple, actuellement, on a un enfant qui a un petit peu plus de mal, on pense que c'est au niveau sensibilité auditive, donc on réaménage un accueil un petit peu différent, mais l'idée, c'est quand même qu'il retourne vers cette récréation. Et de la même manière, on a d'abord travaillé sur l'accompagnement du déjeuner, puisque les enfants déjeunent le midi, ils peuvent être accueillis sur l'ensemble de la journée. Par exemple, on a eu progressivement, une fois qu'on a observé les enfants, le comportement alimentaire, s'il y avait une hypersélectivité ou pas qui était contraignante, on a pu voir quels enfants étaient déjà prêts à être inscrits en cantine. Et du coup, dès janvier, alors que l'UEMA avait ouvert fin novembre à peu près, dès janvier, on a commencé à inscrire des enfants en cantine pour qu'ils puissent manger avec les autres enfants. Et ce qui est intéressant, c'est que on voit bien que naturellement, c'est souvent la société qui a ses propres représentations de difficultés, puisque très vite, d'autres enfants en fait, de l'école sont venus s'installer à la table des enfants de l'UEMA qui étaient présents pour manger à la cantine. Alors, 7 enfants âgés de 3 et 4 ans et présentant des troubles du spectre de l'autisme sont donc accueillis depuis plusieurs mois au sein de l'école maternelle Henri Vallon. On va désormais parler des méthodes éducatives et cela passe notamment par la décoration de la salle de classe qui accueille les élèves. Qu'est-ce qui a été fait pour permettre un accueil optimal aux enfants ?
Alors, c'est vrai que nous, on ne dirait pas décoration, on parlerait plutôt d'aménagement. Et pourquoi aménagement ? Parce que si on se réfère bien comme toute ECMS, c'est-à-dire établissements médico-sociaux, on doit respecter en fait des pratiques qui vont être recommandées par la HAS, par la Haute Autorité de Santé. Au jour d'aujourd'hui, la HAS nous dit que pour accompagner des personnes autistes, il faut aller vers ce qu'on appelle l'éducation structurée. Et ça signifie qu'il faut un environnement qui soit adapté en fait à la personne. Là, on ne demande plus à l'enfant de s'adapter au milieu scolaire, mais c'est plutôt le milieu scolaire qui s'adapte à l'enfant. Et pour le coup, en effet, c'est pas de la décoration. C'est-à-dire que tout ce qui existe, tous les espaces qui ont été créés au sein de la classe ont été mûrement réfléchis, pensés, suite à des visites d'autres UMA, suite à des constats, en fonction aussi de l'architecture de la pièce, de l'emplacement au sein de l'école. Et donc, on a énormément d'éléments visuels. C'est très important puisque ce sont des enfants. Il faut savoir que dans le trouble du spectre autistique, souvent, l'information qui va être la plus facilement comprise va plus être l'information visuelle que l'information orale. C'est lié aux troubles neuro, en fait. Et pour le coup, il est très important de s'appuyer sur beaucoup d'éléments visuels. Donc, c'est pour ça que on va retrouver aussi dans les sanitaires de l'école, on va retrouver dans la salle de psychomotricité qui est partagée aussi, des petits panneaux avec les affiches, en fait, les photos des salles, et ça s'appelle, pour les enfants, apprendre à faire du matching, c'est-à-dire à savoir emmener la photo de là où je me déplace pour qu'ils puissent se représenter que quand il y a cette photo-là, c'est cette salle-là. Et tous ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle en fait des méthodes un peu particulières comme Teach, qui va vraiment travailler sur le repérage spatio-temporel, c'est-à-dire qu'on repère vraiment les espaces, on ne fait pas n'importe quoi, on ne mange pas dans l'espace jeu. Voilà, c'est très important pour les enfants qui se représentent bien les choses et pour les aider, eux, à construire des repérages, comme le temps. Ils vont avoir des emplois du temps visuels à partir de photos, de pictos, en fonction de la compréhension de chaque enfant. On se rend compte que des fois, quand on soupçonne, par exemple, des petits défauts visuels, le picto va être plus grand que pour d'autres. C'est là où je rejoins ce que vous demandiez sur l'individualisation des besoins. Oui, chaque emploi du temps va être vraiment individualisé pour chaque enfant. Et d'où l'intérêt de l'équipe aussi, qui est un petit peu en renfort, pour justement avoir des réponses plus individualisées aux enfants. Alors, il y a également dans cet aménagement justement de la salle, les sols et l'éclairage qui sont essentiels. Pourquoi ils sont essentiels ? Pourquoi l'aménagement global est essentiel ? Alors, l'aménagement, comme je vous disais, il y a Teach déjà qui aide l'enfant à trouver des repères à peu près, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle en fonctionnement ABA dont je parlerai après. Mais ce qui va être important, c'est que quand on connaît le trouble TSA, on sait que c'est des troubles de la communication et des interactions sociales avec des centres d'intérêt restreints et des stéréotypies, des choses comme ça. Mais il y a aussi tout le champ des particularités sensorielles qui est importante à prendre en compte. Et en fait, on se rend compte que chez les enfants qui présentent un trouble TSA, souvent, ils vont avoir des seuils qui vont être différents. Par exemple, vous, quand vous prenez votre douche, si votre amie, elle passe dans la douche après vous, elle peut trouver que vous prenez la douche beaucoup trop chaude. Ça, c'est parce qu'on n'a pas le même seuil de sensibilité, en fait, ça s'appelle la thermoception, mais comme par exemple les gens qui dorment avec des couettes très lourdes. Ça, c'est pareil. C'est qu'on n'a pas le même seuil tactile profond. Il y a des choses un petit peu comme ça qui vont être différentes en fonction des personnes. Et ça, chez les enfants autistes, ces seuils-là sont mal régulés. Eux-mêmes n'arrivent pas forcément à les analyser, à les prendre en compte et à trouver des stratégies. Sauf pour certains qui vont grandir des fois et qui ne vont pas avoir de déficience, ça va être plus facile pour eux de trouver des stratégies là-dessus. Mais pour d'autres, ça va être plus compliqué. D'où l'aménagement des sols. Parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup d'hypersensibilité auditive. Et quand vous avez, par exemple, un sol en plastique où dès que vous arrivez, votre basket, elle grince toute la journée, l'enfant, il va vous fuir. Et vous allez vous dire, il m'aime pas. Non, c'est juste le sol, le petit bruit qu'il fait. Un bruit de néon que nous, on n'entend pas parce que là, votre cerveau, quand je vous parle, il est concentré sur ma voix. Mais en fait, il faut savoir que pour une personne autiste, malheureusement, son cerveau ne hiérarchise pas les bonnes informations. Et donc, concrètement, la personne, elle peut être concentrée sur le bruit qu'on entend, là, le petit bruit de fond. Vous l'entendez plus, votre cerveau fait le tri. Mais une personne, un enfant autiste, ne va pas forcément faire ce tri-là. D'où l'importance de vraiment aménager et penser les locaux pour limiter les bruits, pour limiter vraiment le visuel ou la luminosité trop forte. Et après, de vraiment leur apporter des aménagements d'espace pour qu'eux puissent se repérer et comprendre quel espace a quelle fonction.
Alors l'aménagement de la salle ne fait bien sûr pas tout. Le corps éducatif a son importance. Ouais. C'est déjà la fin de cette émission, mais je vais le rappeler quand même. Pour ces 7 élèves, il y a donc une enseignante, 2 éducatrices spécialisées, une éducatrice de jeunes enfants et un psychologue qui sont présents à plein temps au sein de l'UEMA, et une psychomotricienne donc, qui est quant à elle présente à mi-temps. Donc toutes ces personnes ont leur importance et ont été formées justement avant d'accueillir les enfants. Merci beaucoup Laetitia Laurent et Richard Sylvain Ulloa Davis d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.